C'était un village bucolique où les habitants de Kiev venaient passer le week-end dans leur datcha. Les combats ont cessé 3 jours plus tôt, des combats acharnés entre Russes et Ukrainiens qui laissent le village de Lukianivka dévasté et vidé de ses habitants. Nazari et sa brigade de l'armée ukrainienne viennent d'arriver sur place après 1 mois d'occupation russe, visage consterné. Les Russes n'ont pas eu de pitié pour les villageois. Ici, derrière moi, il y avait la maison d'une famille ukrainienne. C'était beau. Ils devaient imaginer leur futur, avoir des rêves. Mais les Russes sont venus avec leurs chars et tous les rêves sont devenus des ruines. Nazari est aumônier dans l'armée. Nous lui proposons donc d'aller jusqu'à l'église du village, qu'il n'a pas encore vue. L'église n'a pas survécu au duel des canons russes et ukrainiens. Pour l'aumônier, c'est forcément les Russes qui ont tiré. Pour eux, il n'y a pas de différence entre une église et, des chiottes. L'église datait du 19e siècle, une construction de bois qui avait résisté jusque-là. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах і благословен плід утроби. Au moment où nous filmons, Vitali et Mikola reviennent dans leur village. Ils avaient fui quelques jours auparavant, quand la grande bataille a commencé. Aujourd'hui, ils en découvrent les stigmates, comme ces 3 tanks russes démolis par l'armée ukrainienne. Mikola est admiratif, il était lui-même tankiste du temps de l'URSS, du temps où Ukrainiens et Russes étaient frères. Si on vise juste là, à la base de la tour, ça fait exploser les munitions à l'intérieur et ça fait sauter la tour. Avant de fuir l'assaut final, Vitali et Mikola avaient tenu bon pendant 1 mois d'occupation russe, restant chez eux malgré la présence de l'envahisseur. Les Russes ont seulement autorisé le transport de nourriture. Mais sinon, ils nous ont prévenus, si on sortait dans la rue, ils tiraient. Les soldats russes étaient dans ma cour et pendant 1 mois, les Russes tiraient par-dessus ma maison et les Ukrainiens ripostaient. C'était dans les 2 sens. Mikola nous emmène chez lui, à 2 pas, pour voir ce qu'il reste de sa maison. Mais sur le chemin, un soldat ukrainien menace de tirer si on avance davantage. Il dit qu'il s'arrête. Stop! Yann, stop! Stop! On ne peut pas aller plus loin. Parce que là c'est encore miné. Et il y a encore des mines qui sont actives. Les mines semblent être un prétexte, car Mikola, lui, aura le droit d'avancer. Un prétexte pour nous empêcher de montrer que sa maison a été transformée en camp retranché de l'armée ukrainienne. En ressortant, nous tombons à nouveau sur Vitali, qui constate l'ampleur des destructions dans son village. Ici, chez son neveu, les dégâts sont particuliers. On peut suivre la trajectoire du tank qui a littéralement traversé les maisons. Avoir votre village occupé pendant 1 mois par les Russes, ça faisait quoi? Ce que je ressentais, je sais pas. Je trouve pas les mots. C'était la merde. J'ai eu de la chance. Plus de chance que vos voisins d'en face, en tout cas.
C'est peu de le dire. C'est le destin. Sa maison à lui n'a eu que quelques vitres cassées. Il nous montre sa cachette, là où il se terrait pendant que ça tirait. Je pensais, soit je vis ici, soit je meurs. Soit je vis ici en bas, soit je pars directement beaucoup plus haut, au ciel. Misha, lui, n'est jamais parti. Ce monsieur de 82 ans habite la zone au cœur des combats et il s'est retrouvé seul civil à y rester. Je vous aurais bien offert un peu de jus de boulot, mais j'ai déjà tout donné aux soldats ukrainiens. Misha ne se voyait pas aller ailleurs, même pendant l'occupation russe. Les Russes sont un peu pillés, pas beaucoup. Ils prenaient les téléphones portables. Ils sont venus voir le mien, mais ne l'ont pas voulu, car il est vieux. Ils voulaient des téléphones qui prennent des photos. Ce qui fait mal à Misha, ce n'est pas tant les destructions, et c'est que son copain Shilko a été tué. Il est sorti dans son potager. Il a été tué par les Russes. Sa femme ne l'a trouvé que le lendemain. Un soldat nous interrompt, la zone ne serait plus sûre. Il y a les tanks qui arrivent, il faut qu'on parte. Il nous ordonne de partir, un tank russe serait encore à portée de tir. Il y a le char qui va tirer ici, vite. Il aurait pointé son canon sur le village. On entend encore au loin le bruit des combats par intermittence, mais le tank ne tirera pas. En fin de journée, nous partons pour le cimetière avec Misha. C'est à l'opposé dans le village, et les combats l'ont empêché de se recueillir sur la tombe de son ami, mort 5 jours plus tôt. Lorsqu'il finit par la trouver, ce n'est pas que la tristesse qui l'envahit. Je suis en colère. Toujours. Et sa colère va trouver sur qui s'abattre. Ina, une voisine qui venait nous parler et dont la famille vit en Russie. C'est vos sales Russes qui veulent amener leur régime ici. Ne me dites pas ça à moi. Je ne parle même plus à mes sœurs qui vivent en Russie. Je ne leur parle plus du tout. Mes deux sœurs en Russie, je ne leur parle plus depuis le début de la guerre, car elles ne comprennent pas ce qui se passe ici. Elles me disent que c'est nous, les Ukrainiens, qui faisons la guerre. Ce qu'Ina voulait nous dire, c'est que même le cimetière a souffert des combats. Regardez ce qu'ils ont fait ici. C'est un missile Grad qui a été tiré ici il y a 5 jours. Ça a fait ressortir les corps de la terre. Le lendemain matin, Ina a séché ses larmes et enfourché sa bicyclette pour aller faire le tour du village libéré. Ina retrouve ses voisines. Elle ne s'était pas revue depuis le déluge de missiles. Chacune veut raconter son histoire. Quand les missiles sont arrivés, mon mari mangeait. Moi, j'étais assise dans la cuisine. J'ai prié Dieu pour qu'on reste vivant. On s'est mis à genoux, on a rampé dehors et c'est là où les missiles ont frappé une seconde fois. Plus haut dans la rue, une nouvelle brigade patrouille pour s'assurer que les Russes ne tentent pas de reprendre le village. Les militaires craignent une contre-attaque, mais aussi que les Russes n'aient laissé des engins piégés derrière eux. Pour le chef de la brigade, l'occupation russe laissera des traces indélébiles. Je suis persuadé que pour des générations et des générations, on ne sera plus jamais amis. On ne sera plus que des ennemis. La brigade se réunit autour de l'épicerie du village, vide depuis le début de la guerre. L'humeur est plutôt bonne. La reprise de Lukianivka est une belle victoire sur les Russes, un point stratégique sur la route de Kiev. Le maire du village nous rejoint et nous raconte comment il a dû prendre sur lui pour parler à l'ennemi.
Quand ils sont rentrés dans le village, la première chose qu'ils ont faite, c'est de venir à la mairie et ici au magasin. Ils ont demandé qui est le chef de ce village. Il faut qu'on se parle. Leur première préoccupation, c'était comment on allait passer le pain aux habitants du village, dans la partie qu'ils occupaient. Et ils m'ont laissé organiser un corridor humanitaire pour que les gens partent. Qu'est-ce que ça faisait pour le maire de la ville de voir sa ville, son village occupé par les Russes? Je ne peux rien dire de bon sur les Russes. Je m'inquiétais avant tout pour la vie et la santé de mes concitoyens. Que tout le monde reste en vie. Ina continue son tour du quartier et ne va pas le regretter. Le pays se mobilise pour aider les communes touchées par les combats. Il y a ceux qui se battent dans les tranchées. Notre manière à nous de nous battre, c'est d'aider les autres. Ses petits-enfants sont venus attendre Ina. La dernière fois que ces deux-là se sont vus, elles étaient cachées dans la cuisine pendant qu'un missile traversait le salon. Lisa, 8 ans, et sa grand-mère ont filé se réfugier à la cave. Un obus a traversé ici. Ici. Et un deuxième s'est planté là. J'ai eu peur. Ça volait, j'ai vu les éclats, ça faisait boum boum. Avant, quand ça passait au-dessus de nos têtes, j'avais peur. Mais maintenant, les explosions sont plus loin. Pour ces enfants, la menace de la guerre paraît déjà presque loin, malgré les détonations, malgré les combats qui continuent à quelques kilomètres.